Utiliser leur autorité pour dire à l'historien, aux journalistes, là, montez-moi sur un piédestal. Avec nous, ça ne prend pas. Avec nous, on va demander qu'est-ce que vous avez fait. Pas si vous êtes beau, si vous êtes fin, si vous êtes intelligent, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce que vous avez fait pour transformer l'espace, pour en faire un espace viable et en faire une possession territoriale. Les possessions territoriales, encore une fois, nous avons des définitions extrêmement rigoureuses. On ne joue pas avec les mots dans notre métier. Posséder veut dire aptitude et capacité d'utiliser le territoire jusqu'au maximum de ses possibilités. Ça ne vient pas d'un coup. Ça prend des centaines d'années pour y arriver. Deuxième chose, la construction de l'État, d'une société politique, c'est-à-dire d'une société douée d'un pouvoir. Pouvoir veut dire pouvoir d'agir, pas pouvoir pour le pouvoir, pas prendre le pouvoir pour être au-dessus des autres, mais pouvoir pour agir et poser des actes de grande envergure qui vont continuer à transformer le territoire et continuer à renforcer la volonté collective. Parce que, on ne peut pas nous en vouloir, nous avons les pieds par terre dans notre métier. On n'a pas le choix, il faut le faire. Je suis allé, pour vous donner un exemple, j'amenais les élèves tous les ans quand j'enseignais, les étudiants, je les emmenais un peu partout dans le monde, et en l'année 83, je les avais emmenés en URSS. Je les avais préparés un an de temps. J'ai dit, il y a une condition. Nous allons venir en Union soviétique, aucun problème, nous sommes accueillis, nous allons être bien accueillis d'ailleurs, et puis j'ai bien averti le ministère de l'Éducation de l'URSS, vous m'envoyez des guides qui sont capables de s'exprimer, qui connaissent leur métier, je ne veux pas de propagande. On m'a dit, monsieur, absolument, monsieur, vous allez avoir ce que vous avez demandé. Je l'ai un peu regretté, parce que les guides étaient trop qualifiés pour les élèves. Et en plus de ça, ils s'exprimaient en français encyclopédique. Comme s'ils avaient dévoré toute la gang d'encyclopédie universaliste. Mais ça manquait pas les termes, ainsi de suite. Je dis, où est-ce qu'on a pris ça? Ils ne savaient rien. Et puis, j'avais avec moi un Français, Gérard Boulay, avec qui on voyageait comme ça, on enseignait ensemble. Il dit, mais tu vas passer russe par les Français, toi, tu vas passer russe par les Français, toi, ça écoeure, hein? Et il parle de moi. Alors, on arrive à Tbilissi, en Géorgie. Une jeune femme de trentaine d'années se présente le matin, dit, je vais être votre guide pour la journée, en parfait français. Je suis géographe. Qu'est-ce que vous voulez? Ben, j'ai dit, moi aussi, je suis géographe. Vous savez faire une monographie urbaine? Elle a dit, oui, parfaitement. Ben, je fais en une. Elle a fait la même chose que je fais, la même procédure exactement. Elle a commencé par descendre dans le carrefour le plus ancien de Tbilissi et nous a raconté toute l'histoire de Tbilissi à partir du terrain. Et puis on est monté des basses terres, on est monté graduellement vers des terres plus élevées, vers les montagnes, mais toujours en fonction des communications qui se sont développées. Et la ville de Tbilissi, si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre parce que je l'ai appris, a été envahie 45 fois. Envahie et détruite 45 fois sur son histoire. Pourquoi? Parce qu'elle occupe une position de carrefour entre la mer Noire et la mer Caspienne. Hein? Alors tous les envahisseurs ont emprunté le canal, ont emprunté le Grand Chenal, et puis naturellement se sont battus pour prendre Tbilissi et contrôler la tête de pont vers la mer Noire. Nous n'avons pas cet inconvénient. Parce que lorsque vous êtes en Géorgie, vous êtes dans le Caucase, vous êtes en haut, vous êtes dans le froid, dans la neige, mais vous descendez en bas, vous arrivez en climat presque tropical. Et là, ça pousse. Ça pousse. On donne 3 récoltes par année, et puis ça mange bien. On mange bien en Géorgie. Je ne l'oublierai jamais. Enfin, les Géorgiens se vantent d'une cuisine qui, disent-ils, atteint et même dépasse la cuisine française. Ce qui n'est pas peu dire. Mais je ne sais pas si ça dépasse la cuisine française, mais c'est pas mauvais du tout, je vous assure. Puis les vins de Géorgie sont excellents. Mais nous n'avons pas, nous, cet inconvénient de nous trouver dans un carrefour, dans un endroit traversé par une foule d'envahisseurs. Nous avons l'avantage et aussi l'inconvénient de nous trouver à l'extérieur, c'est-à-dire de nous trouver en périphérie. Et de nous trouver dans un climat qui est extrêmement difficile, extrêmement exigeant. Parce que ce climat-là ne nous donne qu'une seule récolte par année, et les premiers défricheurs devaient défricher contre les glaciations, contre les terrains laissés sur place par l'avancée et le recul des glaciers. Vous savez que moi, ces terrains-là sont pleins de roches. J'ai travaillé sur une terre à Joliette quand j'avais 15 ans, parce que je voulais faire de l'argent pour l'été. J'ai travaillé comme un cheval, mais pour faire de l'argent. Et puis, l'habitant me nourrissait comme il faut, ça c'était important. Mais vers 4h30 du matin pour traire les vaches, à ce moment-là, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Il fallait tout faire à la main et au bras.
Il fallait aller nettoyer la porcherie, nettoyer le poulailler, ainsi de suite. Et puis après ça, ben, il fallait aller porter de l'eau aux chevaux dans le champ. Et puis après ça, ben là, j'avais le droit de déjeuner, qui était à 7 h du matin. Pas trop mal, on a faim dans ce temps-là. Mais on mangeait ce qui était produit sur place. Rien n'est importé. Rien n'est importé. Et ça, c'était formidable, ça. D'où vient cette ferme-là? Cette idée d'une ferme vivrière, c'est-à-dire d'une ferme non seulement de survie, mais une ferme d'expansion, hein, indépendante, autonome, là, et qui produit à peu près tout ce qu'on a besoin. Il produit d'abord les céréales qui étaient produites sur place, il produisait le tabac aussi, le bonhomme fumait la pipe, il en vendait en plus de ça. Et puis, en plus de ça, bien, évidemment, il produisait l'orge, il produisait un peu de lait, il produisait du foin pour nourrir les animaux. Et puis, il y avait de nombreux animaux, il y avait toutes sortes d'animaux comme ça. Il fallait s'occuper de ça. Et c'était énormément de travail. Hein? C'était énormément de travail. Mais d'où vient cette ferme-là? Cette ferme de survie-là qu'on trouve au Québec, elle vient de Normandie. Elle vient de ce qu'on appelle le bocage normand. Et ce ne sont pas les Normands qui l'ont inventé. Ce sont leurs ancêtres vikings. Et la ferme viking originale, si vous avez l'intention d'en voir une, je vous conseille d'aller à York, dans le nord de l'Angleterre, dans le Yorkshire, qui a quelque chose de commun avec la Normandie. C'est une ancienne colonie norvégienne. Et à York, vous allez voir, comme ça, on a reconstitué une ferme au complet, une ferme viking. Et quand je suis allé avec ma femme, qui, elle, est originaire du Yorkshire, alors quand je suis allé pour aller visiter cette ferme-là, on a dit, ben, j'ai dit, ben, c'est la ferme de chez nous, ça, c'est la ferme du Québec, ça. Et ça date de loin. Et c'est un élément essentiel dans notre survivance. C'est un élément essentiel parce qu'en créant des fermes de genre-là au prix d'un travail de fou, un travail épouvantable, on a créé des conditions non seulement de notre survie, mais de notre expansion future. Parce qu'on s'est occupé de s'assurer qu'on avait des métiers pour construire, qu'on avait des métiers pour cultiver la terre, et puis on avait aussi des forges, on avait aussi, parce qu'on avait des forges fabriquer des outils en quantité, les outils n'ont pas manqué, on avait des gens qui étaient capables de ferrer des chevaux, ça n'a pas manqué non plus, et ça a été un investissement énorme en travail. Et une des raisons pour réussir, ben vous le saviez, on n'avait pas le choix. Il fallait être équipé physiquement de ce qu'on a appelé une force herculéenne, autrement on ne survivait pas. Alors c'est pour ça que des hommes comme Louis Cyr étaient fameux. Mais sauf que ce travail-là, je l'ai fait, de j'en vois les grosses parties d'un habitant, je suis capable de faire la charrue, parce que je l'ai lu, j'avais 15 ans là. Et si j'avais continué, je ne serais pas ici. Parce qu'en général, on dépassait 50 ans, 60 ans. L'homme était complètement brûlé, usé, par la force initiale. Se lever à 4h30 du matin, travailler sans arrêt jusqu'à 5h, 6h le soir, tous les jours de l'année, compris le dimanche, etc. Il n'y a personne qui résiste à ça. Alors, on s'arrangeait pour survivre comme on pouvait, et surtout si on voulait faire des enfants, où il y avait des garçons et des filles. J'ai appris chez les femmes, la ferme de parenté de ma mère dans Kamouraska, j'ai rencontré des cousines, et les cousines faisaient tout le travail, elles faisaient le pain, elles gardaient les moutons, parce qu'il y avait des moutons, elles faisaient la laine, préparaient la laine, tissaient, faisaient le tissu, et en plus de ça, faisaient les habits. De sorte qu'on n'achetait rien de l'extérieur, rien, on faisait même le salon. Il y avait tout un ensemble de traditions. Eh bien, cette ferme-là est extrêmement importante dans notre survie, à nous, dans le fait que nous avons non seulement survécu, mais qu'en plus de ça, nous avons pris de l'expansion. Et lorsqu'on mettait le pied à terre en quelque part, on le mettait solidement par terre, ça prenait du temps, ça prenait beaucoup de travail, mais ça réussissait. Et c'est ce que j'ai envoyé à des gens qui m'ont lancé d'en face l'histoire des Amérindiens. Ils ont dit, ben, écoutez, il était là avant vous autres. Correct. Il était avant vous autres, on ne chicanera pas là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont investi? Qu'est-ce qu'ils ont mis dans le terrain? Hein? Si vous voulez qu'on parte, qu'on fasse nos bagages, allez-y. Nous avons investi 400 ans de travail, 400 ans de réinvestissement, 400 ans de recapitalisation. Alors remboursez-nous ce que c'est qu'on investit, la valeur ajoutée de tout le travail qu'on a fait. Vous savez? Il n'y a pas un seul chef amérindien qui a pu contredire ça. Et en plus de ça, ben, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pratiqué l'agriculture? Dans l'Amazon, on parlait d'Amérique latine. Dans l'Amazon, j'ai eu un collègue, j'ai connu un collègue, je n'ai pas été dans l'Amazon, mais pendant que j'étais au Ghana, en Afrique équatoriale, ce qui m'a frappé, les années que j'ai passées à la construction du collège militaire de Téchi, ça a été de voir que les tribus étaient plus que des tribus. Elles avaient déjà le sens de l'État. Pourquoi? Parce que les Anglais, peu importe comment on les trouve détestables, ont eu le sens de leur montrer l'agriculture et de les pousser à pratiquer l'agriculture.
Parce que c'est l'agriculture qui mène vers l'indépendance. Hein? L'aptitude, la capacité de choisir ses dépendances. C'est l'agriculture qui fait ça. En Amérique, j'étais invité à dîner un soir chez des amis à Accra. Et là, on m'a présenté quelqu'un, qu'on m'a donné le nom, en fin de compte, le docteur Meshkat, un Prussien. En fin de compte, alors j'ai dit, jawohl, Herr Meshkat, wir werden uns gut verstehen, weil ich gut Deutsch verstehen kann. Und habe Deutsch gelernt. C'est très bien, sehr schön. Et puis là, j'ai appris que Meshkat s'était rendu en Amazonie chez les tribus cannibales. Hein? C'était un géographe spécialisé en anthropologie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a montré à pêcher, il leur a montré à cultiver, il leur a montré à manger. Ce monde-là s'est mis à manger convenablement, et quelques années plus tard, il n'y avait plus de cannibalisme chez eux. Parce qu'un être humain, c'est pas bon à manger. C'est sain comme ça, on mange ça quand on ne peut pas manger d'autres choses. Regardez les animaux en Afrique, ils vont venir attaquer les villages, seulement les lions vont venir attaquer les villages, seulement quand ils sont vieux, ils ont encore ça, ainsi de suite, mais quand ils sont jeunes, ils sont capables d'attraper une gazelle et une antilope. C'est bien meilleur à manger qu'un homme ou une femme qui a passé la vie à s'empiffrer de toutes sortes de cochonneries. Ça, c'est pas bon, ça. Mais une antilope qui a mangé des bonnes herbes, ça, c'est bon à manger. Alors, il faut quand même voir le sens des valeurs. Les animaux, non. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas nous autres? Alors, c'est là où j'ai appris l'importance de l'agriculture. Et à ce moment-là, au Ghana, j'ai combattu l'influence des pays de l'Est, des pays qui cherchaient à s'implanter au Ghana, et puis à implanter l'industrie envers et contre l'agriculture. Alors, je me suis mis sur le côté des Anglais. J'ai dit non, je regrette, ils ont raison. Ils ont raison, les maudits Anglais, peu importe que vous les haïssiez ou les haïssiez pas, quand ils ont raison, ils ont raison. Bon. Ce qu'il faut faire au Ghana, c'est poursuivre le développement de l'agriculture, le développement de l'alimentation, et surtout le développement d'une manière de manger rituelle. Un rituel de table où on prend la peine de s'asseoir, on prend la peine de mettre les belles nappes, on prend la peine de mettre la belle vaisselle. Pour les riches, il faut pour tout le monde. C'est possible pour tout le monde. Et puis, de manger d'une façon ritualisée, de laver de la tête aux pieds, etc., c'est énorme pour la santé physique et mentale. C'est énorme. Si vous faites ça, vous allez non seulement survivre, mais votre monde va être en santé, vous êtes en santé physique, vous êtes capable d'entreprendre des travaux complexes, vous êtes capable d'entreprendre des études très poussées, et ça ne les fatiguera pas. Alors, comme géographe, évidemment, nous insistons là-dessus. Nous insistons là-dessus. Et au Ghana, les gens ont commencé, même jusque dans le fond de la jungle, les tribus de la jungle, à introduire comme ça une construction bien faite, une table bien mise, avec une nappe par-dessus, avec de la belle vaisselle. Ça ne coûte pas si cher que ça, de la belle vaisselle. Et de s'asseoir d'une façon ritualisée, de manger d'une façon ritualisée, parce que la vie physique, la vie psychologique, la vie morale en dépendent. Ça, tout l'équilibre et toute la relation, l'univers de la relation en dépend. Alors ça, c'est notre manière de voir à nous. Nous n'avons pas d'idéologie. On n'a pas d'idéologie. Ce que nous avons, eh bien, c'est des principes de vie, et c'est ceux-là qu'on cherche à pousser. Donc, j'ai continué dans le même sens. J'ai poursuivi dans le même sens, parce que là, j'ai vu que cet aspect-là n'avait pas été abordé par les historiens. Alors, je me suis mis au travail, et la première recherche que j'ai faite là-dessus, les premières découvertes que j'ai faites là-dessus, ne soyez pas trop surpris, je les ai découvertes à Toronto pendant que j'enseignais là. 18 ans que j'enseignais là, c'est là que j'ai découvert l'importance des canaux, surtout l'importance du canal Evier. Ce sont les Anglais de Toronto qui me l'ont montré. Alors j'ai dit, c'était le secret de notre survivance, ça, la construction du canal Evier, la construction des canaux et des chemins de fer, parce que les axes de gravité des Américains sont déplacés au sud et vers l'ouest, et les Anglais, les loyalistes, ont déplacé leur propre centre de gravité du Québec vers les basses-terres des Grands Lacs, dans l'Ontario méridional. Alors j'ai fait quelques conférences là-dessus, montrer ce que j'avais trouvé, ils sont allés. Ils ont dit, Marcel, we knew it all along. Nous le savions, et nous espérions que vous ne le trouveriez jamais. Tant mieux pour vous, si vous voulez péter des nuages, en sortir des théories, ainsi de suite. Nous on est 2 pieds par terre. C'est bien correct. Je vous remercie de m'avoir bien instruit. Je vous remercie de m'avoir bien formé dans votre armée. Je vais m'en servir contre vous, si vous n'avez pas d'objection. Si vous voulez qu'il fasse. Alors donc, on est arrivé arrivé comme ça, même en 1994, pendant que j'enseigne encore, j'ai pu sortir géopolitique et avenir du Québec, et identifier à fond la nature périphérique de tout l'ensemble du territoire québécois. Et là, j'ai fait des analogies. On ne fait pas de comparaison théorique. L'analogie nous permet de vérifier d'autres territoires qui ont vécu un peu comme nous, dans un autre temps, en particulier le Portugal, le Danemark, la Norvège, la Suède, et puis la Hollande. La Hollande que je connais particulièrement bien, parce que j'ai eu l'occasion de faire des monographies
si vous voulez, de la frontière germano-hollandaise. Mais ce n'était pas suffisant. Le matériel produit, le géopolitique et avenir du Québec, je me suis rendu compte, est trop lourd. C'était la première fois qu'un fou, si vous voulez, abordait la question sous ce angle-là. Et puis là, on m'a regardé avec des grands yeux parce qu'on me disait, ben c'est du déterminisme. Wow, je n'entendais pas ça. Et ça, c'est du fordisme. Wow, je n'entendais pas ça. Je n'avais jamais pensé dans ce langage-là. Vous savez, est-ce que c'est rationaliste, votre affaire? Rationalisme, non, moi je suis élevé dans la tradition d'Aristote. Il y a un mur là, je vais vous dire, il y a un mur là, parce que vous voulez, je pense, c'est fin pour dire d'autres choses. Si vous ne voulez pas me croire qu'il y a un mur là, ben, peut-être dedans, vous allez voir s'il y a un mur là. Et puis s'il y a un précipice de ce côté-là, ben, je vais vous dire qu'il y a juste un précipice de ce côté-là, vous ne voulez pas me croire. Allez vous briser les autres dans le fond, vous allez voir. Si j'ai inventé le précipice, c'est ça que le principe de réalité, c'est relationnel, c'est dire ce qui est là et avec quoi on entre en relation. Alors c'est là que, d'abord j'ai été appelé par René Boulanger à Toronto qui dit Monsieur Beauvais, quand est-ce que vous allez vous rapatrier? Et là, c'est devenu à Pierre Falardeau, ça. Pierre Falardeau et René Boulanger, vous dites ramasser vos affaires, venez-vous-en, on a besoin de vous ici. Là. Ben, je dis, je prends ma pension, puis je vais m'en venir. Je vais me rapatrier, puis on va commencer au complet. Et là, j'ai travaillé avec Pierre Falardeau et René Boulanger pour les introduire géopolitique. Et c'est là que nous avons décidé d'entreprendre toute une série de recherches pour réinterpréter notre histoire d'une autre manière. Et mon dernier étudiant, depuis une semaine, c'est Jacques Lacourcière, l'historien. Il dit, monsieur, je lis, je l'étudie, votre livre, on va se rencontrer, on va s'en parler. Parce que je lui ai parlé du canal Érié, je lui ai parlé des canaux, je lui ai parlé de l'importance des chemins de fer et des communications. Il a reconnu que c'est vrai que l'histoire commence autour des carrefours, autour des chemins de fer, etc. Comme militaire, quand même, j'étais spécialiste en logistique. Et puis je l'ai montré à notre bande d'enfants, on avait plusieurs enfants, et heureusement la plus jeune de nos filles, Rachel, qui est devenue une des grandes spécialistes en logistique pour le Cirque du Soleil, elle avait bien compris les principes que papa lui avait enseignés. Bon, mais après ça, il fallait mettre plus léger le matériel. Et c'est là que, d'une chose à l'autre, j'ai essayé de me rendre plus disponible, si vous voulez, j'ai essayé de me rendre plus explicite, plus simple, etc. Et c'est là que, en écrivant cette postface pour le livre de René Boulanger, et là j'ai commencé à mettre des pages, j'ai dit, maudit maniaque, arrête tout. Et puis là, continue encore à mettre d'autres pages. Et là, René Boulanger me dit, ben, vous savez, avec Pierre-Luc Bégin, ben, si on faisait un autre livre avec ça, un autre petit livre avec ça, ce que vous avez écrit là, c'est correct. Il en reste une autre affaire que je suis en train de faire là, me tourner mes méninges, le Québec de la nation vers l'État. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à argumenter. Le Québec est un État. Je ne l'invente pas. J'invente rien, c'est pas mon genre. Le Québec est un État depuis la loi 99 du 7 décembre 2000. J'ai présenté, René Boulanger et moi, nous sommes rendus sur la commission des institutions qui demandait des mémoires à ce sujet-là, et j'ai présenté un mémoire, c'était le 15 février 2000, de tous les ensemble. J'ai présenté un mémoire dans lequel j'ai expliqué que cette initiative-là, de décider de reconnaître le Québec comme un État, il ne fallait pas reculer, il fallait que personne ne vous fasse détourner, parce que l'État était un fait accompli. J'ai démontré comment c'était un fait accompli, parce que c'est la fonction de la géopolitique de démontrer ce que les juristes appellent statut de facto, et statut de fait, par opposition au statut de droit. Vous avez vu que le juge Régent Paul, en parlant d'Ottawa dernièrement, en parlant de Constitution, a dit publiquement il existe un énorme vide factuel à Ottawa. Ils prennent des décisions théoriques, arbitraires, sans aucune référence aux faits accomplis. J'avais fait le tour du Québec pendant ce temps-là pour demander une question très simple, une question géographique, une question que tous les Chinois vont vous répondre. Est-ce que vous tenez des annales? Est-ce que vous tenez une annale chaque année pour dire ce que vous avez fait pendant l'année, ce qui a été accompli pendant l'année, et donner les détails? Parce qu'autrement, vous allez revendiquer le statut, vous allez revendiquer un statut, par exemple un statut, pas de municipalité, mais un statut de cité qui va plus loin que la municipalité, et vous ne pouvez pas l'obtenir, parce que vous n'allez pas produire la preuve par les faits. Alors quand il y a eu la crise d'Oka, je me suis rendu à Oka, évidemment, j'ai demandé à la municipalité, est-ce que vous tenez des annales? Non, on ne tient pas. Qu'est-ce que c'est ça, des annales? Voyons donc. Parfois, le seul endroit au Québec où j'ai vu des annales se tenir, parce que j'ai assisté à la lecture d'annales, c'est l'Université Laval. Ça, c'est en 65,
J'étais à ce moment-là officier d'état-major en résidence, j'étais encore dans l'armée, je m'occupais de recruter les futurs officiers. Et puis j'étais invité évidemment au banquet annuel, lequel Jean Lesage avait assisté. Et là, le recteur a fait, dans ce banquet-là, devant tous les témoins, la lecture officielle de tout ce que l'université avait fait et accompli pendant l'année. Personne ne peut douter un seul instant que le travail a été fait. Il faut qu'on rentre ça dans nos têtes, qu'on tienne une annale. N'importe quel village, n'importe quelle municipalité, vous allez construire un champ, c'est insignifiant. Ça, non, c'est un acte important. Cette année, nous avons construit et aménagé une route de tel endroit à tel endroit. L'arpentage a été fait de telle date à telle date par. Il a coûté tant. C'est des faits, ça. Ça colle, ça. C'est important. Après ça, le travail a été entrepris à partir de telle date jusqu'à telle date, puis raconter en détail comment le travail s'est fait, et comment ça a coûté, et comment c'est arrangé, comment on a décidé pour le faire. C'est une annale, ça. C'est l'histoire, ça. C'est l'histoire avec un H majuscule. On n'a pas le droit de négliger ça. Et nous l'avons négligé. Maintenant, on est mal pris. Parce que on vient pour dire, ben, nous sommes un État de fait, de facto, donc il ne reste rien que de reconnaître de jure et de droit. Nous sommes une nation de fait, parce que nous avons satisfait les exigences d'une nation, d'une société territoriale, une société qui a aménagé un territoire, qui a pris possession d'un territoire par osmose territoriale, c'est-à-dire qui a fait vivre le territoire. On a débarrassé, je n'ai pas raconté ça au sujet de Joliette, mais lorsque je devais, en 1946, à l'âge de 15 ans, venir une charrue et passer à travers un champ, régulièrement, je frappais des grosses pierres, des grosses roches qui pesaient pas mal, puis là, obligé de creuser à peine l'entour, ramasser la pierre, la tirer, la mettre au côté du chemin. Et ça, c'était en 1945, ça, 1946. Le travail d'aménagement du sol n'était pas fait, et pourtant, c'est un travail important. Ça fait partie de la mise en valeur du sol. Alors, c'est là-dessus que j'insiste, évidemment, comme géographe. Nous allons continuer, je vais continuer dans le prochain travail, toujours la même méthode, la même procédure, comment nous allons nous faire reconnaître et nous faire reconnaître définitivement État et nation. État-nation, c'est notre but. Remarquez que qui vient de faire Arnold Schwarzenegger de la Californie. Il a déclaré publiquement la Californie est un État-nation. Il n'y a personne qui a levé le doigt pour protester. Parce qu'il sait ce que ça veut dire, l'État-nation. Quelqu'un lui a expliqué. Il n'a pas dit ça spontanément. État-nation. Ça veut dire le message envoyé à Washington, ça veut dire transférer pouvoir. Transférer le pouvoir, parce qu'un État avec un petit E, la Californie ne l'est plus. C'est un État avec un grand E. Une province, le Québec n'est plus une province. Le Québec est un État-nation reconnu maintenant, et c'est à nous de pousser plus loin pour la tourner vers Ottawa. Séparation, bon, non, pas de séparation, on va se débarrasser d'Ottawa, ça va finir là. On va dire Ottawa, poliment, diplomatiquement, nous vous saluons. Et nous avons le devoir de vous dire que vous ne représentez plus ce que vous représentiez, alors allez faire vos bagages, partir. Et c'est comme ça que nous allons devenir un pays indépendant dont rêvent tous les indépendantistes. Mais en fait, un État-nation reconnu et dont nous allons assumer pleinement les pouvoirs. Merci, je ne vais pas vous retarder. Ça peut se faire sans référendum, ça? Oui, absolument. Absolument, ça se fait sans référendum, ça se fait par une décision de responsable d'État. Moi qui ai effronté comme personne, là, dans la conjecture actuelle, ce que j'ai dit au Parti québécois, pousser l'ADQ et pousser le Parti libéral à reconnaître l'État-nation du Québec et à inviter Ottawa à s'en aller. On ne fait pas de séparation. On ne fait pas de séparation. On dit seulement à Ottawa, écoutez, vous ne représentez plus rien. Allez-vous-en. C'est tout ce que vous avez à faire. Partez. Oui. Il s'agit simplement de retirer la moitié du mandat de gouvernance que nous avons volontairement laissé à Ottawa. Ouais. Jusqu'à ce jour, on lui retire et puis on le transfère à Québec. C'est ça. Et donc, déjà, si tu reconnu l'État-nation, on l'a déjà. Alors, pour commencer à chercher à faire l'indépendance, l'indépendance veut dire aptitude et capacité de choisir ses dépendances. Hein? Les États-Unis sont devenus un État-nation reconnu en 1783 avec le traité de Saint-Germain-en-Laye, mais les États-Unis n'étaient pas indépendants. Les États-Unis sont restés dépendants d'Angleterre jusqu'en 1914, jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est pas pour rien que les Anglais contrôlaient des gros bateaux à vapeur comme le Titanic pour traverser l'océan, pour faire des affaires avec les États-Unis. Les États-Unis dépendaient encore de l'Angleterre. Alors c'est pour ça que l'essentiel, c'est d'abord l'État.
l'État en premier lieu, après l'État-nation reconnu, après ça, lorsqu'on s'est débarrassé, lorsqu'on a invité poliment Ottawa à sortir, et ils vont partir. Mais la raison pour l'erreur d'Ottawa, c'est qu'on sait que lorsque nous allons le faire, les autres provinces vont suivre. Les autres provinces vont suivre, en Ontario particulièrement, j'ai enseigné 18 ans. J'étais pas mal surpris d'entendre des gens de la haute classe, parce que j'avais des élèves là, de classe moyenne élevée, des élèves dont les parents avaient des docteurs, ainsi de suite, me dire, monsieur, 2 gouvernements, un à Queen's Park, à Toronto et l'autre à Ottawa, il y en a un de trop. Il y en a un qui va devoir partir. Mais oui, mais c'est pas ce qu'on fait, nous. C'est la même chose, ma frère. C'est pas du pelletage de nuages, c'est les 2 pieds durs à terre. Hein? Merci.